La nuit où la défense antiaérienne d'Israël est morte n'a pas été celle où un missile a réussi à passer. C'est la nuit où le reçu est revenu vide. À 3h31 du matin, quelque part dans une salle d'opération plongée dans l'obscurité, au cœur du commandement militaire israélien, un opérateur radar a regardé son écran, a regardé l'affichage de l'inventaire des intercepteurs et a vu le chiffre tomber à 0. Pas à un niveau critique, pas dangereusement bas. 0. Et dehors, toujours en approche, toujours en vol, toujours totalement sans opposition, se trouvaient les 500 derniers drones d'une campagne qui avait été conçue mathématiquement dès le premier lancement pour produire exactement ce moment. Le système de défense antiaérienne le plus financé, le plus célébré et le plus défendu politiquement de l'histoire de la guerre moderne venait de manquer de munitions et les drones continuaient d'arriver. Pendant 6 minutes, le ciel au-dessus d'Israël était ouvert. 6 minutes pendant lesquelles chaque cible qu'Iron Dome avait été conçue pour protéger était exposée. 6 minutes qui n'ont rien coûté de plus à l'Iran, parce que l'investissement ayant produit ces 6 minutes avait déjà été engagé sur 6 heures, 4 vagues, et 2000 drones qui, ensemble, coûtaient moins cher à fabriquer qu'un seul F-35 américain. Ce qui s'est passé pendant ces 6 minutes n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est l'arithmétique qui a rendu ces 6 minutes inévitables dès l'instant où la première vague a décollé du sol iranien. Et cette arithmétique, personne dans le commentaire de défense grand public ne vous l'explique avec l'honnêteté qu'elle exige. Ce soir, je vais faire exactement cela parce que ce que l'Iran a exécuté n'était pas une frappe militaire au sens conventionnel du terme. C'était une opération financière menée avec des moyens militaires. C'était une campagne de dépenses construite autour d'une intuition si simple et si dévastatrice que tout l'establishment occidental de la défense fait maintenant face discrètement au fait que personne ne l'a prise au sérieux avant ce soir. L'intuition est la suivante: les systèmes de défense antiaérienne ne sont pas des murs, ce sont des comptes bancaires. Et les comptes bancaires peuvent être vidés. Si vous comprenez que l'Iran a passé les 10 à 8 derniers mois, non pas à accumuler une force de frappe, mais à accumuler la quantité précise de drones nécessaires pour vider un compte bancaire précis en une seule nuit, alors tout dans l'opération de ce soir devient non seulement explicable, mais inévitable. La cible n'a jamais été l'infrastructure israélienne. La cible a toujours été le chiffre d'inventaire sur cet affichage des intercepteurs, et l'Iran l'a atteint avec une précision qu'aucun missile de son arsenal n'aurait pu égaler. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé, parce que la séquence compte autant que l'ensemble. L'Iran n'a pas lancé 2000 drones d'un seul coup. C'est ce que tous les analystes qui n'ont pas suivi de près se sont trompés à comprendre ce soir, et c'est le point le plus important à saisir. Lancer 2000 drones simultanément n'aurait pas atteint l'objectif. Une seule vague massive d'une telle ampleur aurait déclenché les protocoles américains de réapprovisionnement d'urgence dès la première heure de détection. Des avions de transport chargés d'intercepteurs Tamir auraient décollé depuis des bases européennes de transit avant même que le premier drone ne traverse l'espace aérien israélien. Iron Dome aurait été réapprovisionné en temps réel. Toute la stratégie se serait effondrée. L'Iran a lancé 2000 drones en 4 vagues sur 6 heures, et l'écart entre ces deux phrases contient le génie opérationnel de toute la campagne. La première vague de 600 drones a décollé vers 22 heures, arrivant simultanément de plusieurs directions, forçant les batteries Iron Dome à engager des menaces depuis différents azimuts en même temps. 600 drones, c'est une attaque majeure selon toutes les mesures historiques, mais cela reste dans la plage de ce qu'Iron Dome a déjà démontré pouvoir gérer. Cela ressemblait à une très grande version d'un problème tactique familier. Les protocoles américains de réapprovisionnement n'ont pas été activés. Iron Dome a intercepté l'écrasante majorité de cette première vague et les opérateurs ont rapporté que le système fonctionnait dans les paramètres attendus. Ce que les statistiques de performance ne rapportaient pas, c'était le taux de consommation des intercepteurs, parce que ce taux de consommation était la véritable arme. Chaque interception par Iron Dome ne coûte pas un missile Tamir. Elle coûte environ 1,4 missile Tamir en moyenne, parce que la doctrine d'engagement standard tire un deuxième intercepteur sur les cibles lorsque la probabilité de destruction au premier tir tombe sous le seuil acceptable, ce qui, sous pression de saturation,
devient presque chaque cible. 600 drones engagés à ce rythme ont consommé quelque part entre 800 et 900 intercepteurs dans la seule première vague. L'inventaire opérationnel d'Iron Dome, que les planificateurs de la défense israélienne croyaient presque certainement plus que suffisant au début de la nuit pour tout scénario d'engagement réaliste, est tombé à environ 60% avant minuit. La deuxième vague est arrivée 97 minutes plus tard. Cet intervalle n'était pas une pause logistique. C'était un outil psychologique calculé. 97 minutes, c'est assez pour commencer un rechargement partiel des batteries. C'est assez pour que les commandants de la défense antiaérienne israélienne regardent leur inventaire, calculent la capacité restante et concluent que la situation, bien que sérieuse, reste gérable. Mais ce n'est précisément pas assez pour que la pression politique nécessaire à l'activation du réapprovisionnement d'urgence américain atteigne le seuil où cette décision est prise. La deuxième vague de 500 drones a été acheminée différemment de la première en utilisant des géométries d'approche qui forçaient des engagements à plus longue distance, réduisaient la probabilité de destruction au premier tir et faisaient grimper le nombre d'intercepteurs par drone. L'inventaire d'Iron Dome après la deuxième vague se situait à environ 35%. À ce moment-là, les Américains ont finalement activé le réapprovisionnement d'urgence. Des avions de transport ont été chargés et ont décollé d'Allemagne. Temps de vol jusqu'aux aérodromes israéliens, environ 5 heures. La troisième vague était déjà en vol. 400 drones lancés à 1h23 du matin, conçus avec un seul objectif opérationnel, épuiser les 35 pour 100 restants de l'inventaire d'intercepteurs d'Iron Dome avant l'atterrissage des avions américains. Le routage était comprimé, les corridors plus denses, les géométries d'engagement choisies précisément pour dégrader la probabilité de destruction en un seul tir à sa valeur la plus basse possible. Après la troisième vague, Iron Dome disposait encore d'environ 4% de son inventaire d'intercepteurs d'avant l'engagement, assez pour une dernière séquence d'engagement. Puis, à 3h10 à 9 du matin, la quatrième et dernière vague de 500 drones a décollé. Les mathématiques de ce qui allait suivre étaient déjà réglées. L'Iran n'avait pas lancé la quatrième vague pour découvrir le résultat. L'Iran a lancé la quatrième vague parce que cette quatrième vague était la preuve de concept, la démonstration opérationnelle que le modèle avait fonctionné exactement comme prévu. Iron Dome a tiré son dernier intercepteur à 3h30 et 1. Les drones restants sont passés sans opposition pendant 6 minutes et la mythologie d'une protection impénétrable qui avait façonné la confiance stratégique israélienne et la politique de défense américaine pendant 15 ans a pris fin non pas avec une percée technologique spectaculaire, mais avec un registre d'inventaire vide et un ciel ouvert. Maintenant, je vais vous dire ce que cela signifie réellement, parce que le cadrage qui va dominer la couverture grand public au cours des prochaines 72 heures est déjà prévisible. Le réapprovisionnement est déjà en cours. Iron Dome sera rechargé. Le système retournera à son statut opérationnel et donc l'argument sera « ce soir a été un revers tactique, pas un tournant stratégique ». Cet argument sera faux d'une manière qu'il est important de comprendre précisément. Le réapprovisionnement corrige l'inventaire. Il ne corrige pas la connaissance. Et la connaissance produite ce soir est maintenant permanente, opérationnelle et distribuée mondialement d'une façon qu'aucune gestion de communication diplomatique ni aucune réassurance de l'établissement de la défense ne pourra annuler. Chaque organisation militaire sur Terre sait maintenant 3 choses qu'elle ne savait pas hier. Et elle les sait avec la certitude que fournit une preuve opérationnelle plutôt qu'avec la prudence d'une évaluation théorique. Elle sait approximativement à quoi ressemble l'inventaire d'intercepteurs d'Iron Dome en conditions opérationnelles, parce que le taux de consommation sur 4 vagues permet à tout analyste compétent de recalculer avec une précision raisonnable le niveau d'inventaire avant l'engagement. Elle connaît le taux de consommation par engagement, parce que la baisse des pourcentages d'interception au fil des 4 vagues documente l'épuisement de l'inventaire dans des données observables que les radars régionaux de suivi enregistraient toute la nuit. Et elle connaît le délai de réapprovisionnement.
environ 5 heures depuis les bases européennes de transit, plus longtemps depuis les bases américaines, ce qui définit exactement combien de temps une future campagne d'épuisement d'inventaire doit prendre pour accomplir son travail avant l'arrivée du réapprovisionnement. Ce n'est pas du renseignement secret. L'opération de ce soir l'a publiée simultanément et gratuitement à tous les ministères de la Défense de la planète. L'arme au centre de tout cela mérite d'être comprise en profondeur parce que la caractérisation dominante du Shahed 136 comme un appareil rudimentaire et peu sophistiqué est techniquement exacte et stratégiquement sans importance en même temps. Le Shahed 136 est une munition rôdeuse à aile delta avec une portée d'environ 2500 km, une vitesse de croisière autour de 185 km à l'heure, une ogive d'environ 50 kg d'explosifs puissants et un système de guidage qui combine la navigation GPS avec un capteur optique terminal pour l'approche finale. Aucune de ces spécifications n'est impressionnante selon les standards des acquisitions de défense américaines ou israéliennes. C'est précisément le but. La cellule du Shahed est faite de fibres de verre et d'aluminium, des matériaux disponibles mondialement et productibles localement, complètement hors de portée de l'architecture de sanctions conçue pour limiter l'accès de l'Iran à l'électronique avancée et à la fabrication de précision. Son moteur est un groupe propulseur de motocyclettes modifié, une technologie commerciale que l'Iran fabrique en volume national suffisant pour soutenir essentiellement tout rythme de production exigé par ses besoins stratégiques. Ces composants de guidage proviennent de chaînes d'approvisionnement commerciales à double usage que l'application exhaustive des sanctions n'a jamais été capable de surveiller ou d'interdire complètement. Le résultat est une arme dont le coût unitaire se situe de façon permanente et structurelle à environ 1/7 du coût de l'intercepteur nécessaire pour la détruire. Et ce ratio n'est pas un accident de prix propre à ce moment particulier. C'est une caractéristique permanente de la relation de coût entre une munition issue d'une technologie commerciale produisible en masse et un intercepteur de précision à haute performance dont les systèmes de guidage, la propulsion et l'ogive exigent une fabrication avancée qui commande un coût élevé quel que soit le volume produit. L'Iran ne peut pas fermer ce ratio par le bas. Aucune pression de sanction sur la capacité manufacturière iranienne ne le change. Israël et les États-Unis ne peuvent pas le fermer par le haut. Aucune efficacité d'approvisionnement ni amélioration d'échelle de production pour Tamir ne le change. La mathématique est structurelle, pas situationnelle. La capacité de production iranienne de Shahed, selon les évaluations disponibles de ces installations manufacturières, se situe entre 300 et 400 unités par mois en conditions normales, avec un potentiel de montée en cadence approchant 600 par mois. 2000 drones représentent quelque part entre 5 et 7 mois de production normale. Cet inventaire n'a pas été généré en réponse à une crise, il a été accumulé délibérément, retenu au lieu d'être utilisé dans de plus petites opérations qui auraient fourni un effet tactique sans conséquences stratégiques, conservé pour la nuit, ou le dépenser d'un seul coup accomplirait quelque chose qu'aucun usage tactique partiel ne pourrait approcher. Ce soir n'a pas été une décision impulsive. Ce soir a été le résultat d'une patience stratégique qui a gardé un inventaire croissant en réserve, pour le moment où son déploiement complet produirait un résultat qualitativement différent de tout ce qu'un déploiement partiel aurait pu obtenir. Cette patience est elle-même une forme de sophistication opérationnelle que la caractérisation dominante de l'Iran comme acteur émotionnellement réactif plutôt que stratégiquement calculateur a constamment sous-estimé. Les implications dépassent largement la confrontation israélo-iranienne, d'une manière que chaque planificateur de défense dans chaque théâtre pertinent est en train de cartographier avec une attention intense. Le modèle d'épuisement par Shahed exige 3 choses pour être exécuté. Un inventaire de drones suffisant pour lancer 4 vagues contre le système de défense antiaérienne ciblé, un renseignement opérationnel suffisant pour calculer l'inventaire d'intercepteurs de ce système et son taux de consommation dans des conditions d'engagement réalistes, et la patience stratégique nécessaire pour accumuler l'inventaire requis plutôt que de le dépenser graduellement de façon qui produise un effet tactique sans conséquences stratégiques. Le Hezbollah, au Liban, possède, selon les évaluations, un inventaire de drones de 3000 à 5000 unités, suffisant pour exécuter
Le modèle validé ce soir contre les secteurs de défense antiaérienne du nord d'Israël. Les forces Houthis au Yémen ont démontré une capacité de production et d'emploi opérationnel équivalente au Shahed au cours de 2 années d'opération en mer Rouge. Les réseaux de milices irakiennes alignés sur Téhéran accumulent depuis des années des stocks de drones sous guidance iranienne. Le modèle validé ce soir par l'Iran est reproductible non pas depuis une seule direction, mais depuis 4 directions simultanées, chacune capable d'épuiser un secteur précis de la défense antiaérienne israélienne selon la mathématique de consommation que l'engagement de ce soir a maintenant documenté dans des données opérationnelles observables. Et les implications dépassent entièrement le Moyen-Orient. L'économie des drones que l'opération de ce soir a démontrée est déjà cartographiée à Moscou contre l'architecture de défense antiaérienne ukrainienne. Le Geran 2, qui est un dérivé direct du Shahed, est utilisé contre les défenses antiaériennes ukrainiennes depuis plus de 2 ans. Les données opérationnelles de ce soir sur l'architecture des vagues, le minutage des intervalles et la géométrie d'engagement seront intégrées à la planification opérationnelle russe des drones, donc d'une manière qui affectera directement la situation de la défense antiaérienne ukrainienne. À Pékin, les planificateurs de défense font le même calcul contre l'inventaire de défense antiaérienne de Taïwan, batteries Patriot, systèmes indigènes, intercepteurs fournis par les États-Unis, tous confrontés aux mêmes désavantages structurels de coût face à l'emploi massif de drones commerciaux qu'Iron Dome a affronté ce soir. Le modèle d'épuisement par Shahed n'est pas une capacité uniquement iranienne. C'est une conséquence logique de l'économie des technologies de drones commerciaux que tout acteur ayant accès à une capacité de production de masse et à une patience stratégique peut désormais mettre en œuvre selon le modèle validé que l'Iran a publié au monde ce soir. La dimension financière américaine de tout cela est celle qui généra la pression politique la plus importante au cours des prochains mois et elle mérite le cadrage honnête que les déclarations officielles éviteront constamment. Les États-Unis ont fourni environ 2 milliards de dollars en financement pour Iron Dome depuis le déploiement opérationnel du système. L'engagement de ce soir a consommé environ 300 millions de dollars d'inventaire d'intercepteurs en 6 heures. À ce rythme de consommation, l'engagement annuel américain de financement envers Iron Dome devient non pas le plafond de ce que coûterait une campagne soutenue d'attaques d'épuisement d'inventaire, mais le plancher. Reconstituer la dépense de ce soir au rythme actuel de production de Tamir, estimé entre 500 et 700 unités par mois dans les installations de coproduction israéliennes et américaines, exige 3 à 4 mois de pleine capacité de production entièrement consacrée à ce réapprovisionnement. 3 à 4 mois pendant lesquels Iron Dome fonctionne avec des niveaux d'inventaire dégradés. 3 à 4 mois pendant lesquels l'Iran, avec sa capacité de production évaluée, peut accumuler un autre inventaire suffisant pour une autre campagne d'épuisement. La mathématique de production ne favorise pas le défenseur, elle ne l'a jamais favorisé. Ce soir a simplement rendu cette réalité structurelle impossible à masquer derrière des statistiques de pourcentage d'interception et des récits de capacité. Un congrès qui gère déjà des demandes de défense concurrentes entre l'Ukraine, Taïwan et la préparation militaire intérieure va faire face à une question à laquelle les débats précédents sur le financement d'Iron Dome n'exigeaient jamais de réponse honnête. Est-ce un problème que du financement américain supplémentaire peut résoudre de façon permanente ? Et la réponse que les données opérationnelles de ce soir imposent est non. Ce n'est pas un problème de financement insuffisant. C'est une relation de coût structurel entre l'offensive et la défensive qu'aucune décision d'approvisionnement ne peut inverser. Parce qu'elle est enracinée dans l'économie fondamentale de la fabrication commerciale contre la fabrication de précision. 20 000 $ contre 150 000 $. Ce ratio ne s'améliore pas avec plus d'argent du côté défensif. Il change seulement si le concept défensif change, seulement si la réponse aux drones bon marché cesse d'être des intercepteurs coûteux et devient toute autre chose. Et cette autre chose, arme à énergie dirigée, guerre électronique à grande échelle, infrastructure renforcée, défense passive en couche, n'existe pas encore sous forme opérationnelle à l'échelle requise dans un inventaire militaire sur Terre. Ce que l'Iran a fait ce soir n'a pas été de vaincre Iron Dome. Le vaincre aurait exigé de le submerger dans un seul engagement dépassant sa capacité d'interception. Ce que l'Iran a fait, c'est le mettre en faillite
Et la faillite est différente de la défaite sur un point critique. La défaite peut recevoir comme réponse une meilleure technologie, des missiles plus rapides, un guidage plus intelligent, des taux d'interception plus élevés. La faillite ne peut pas recevoir de réponse technologique. Elle ne peut recevoir qu'une réponse fondée sur un modèle économique différent. Et le camp qui est déjà passé au modèle économique moins cher, celui qui produit des armes à 20 000 $ l'unité, n'est pas celui qui se démène actuellement pour expliquer pourquoi ces intercepteurs à 150 000 $ se sont épuisés avant les drones à 20 000 $. Les 6 minutes entre 3h30 et 1 et les impacts finaux de la 4e vague seront analysés dans les institutions de défense pendant des décennies. Non pas parce que 6 minutes de ciel ouvert ont produit des dommages catastrophiques, mais parce que 6 minutes de ciel ouvert ont prouvé un concept qui change le calcul stratégique de chaque acteur confronté à un système de défense antiaérienne occidentale n'importe où sur Terre. La preuve est maintenant documentée, le modèle est maintenant validé, les mathématiques sont maintenant publiques, et le camp qui a produit cette preuve a dépensé 40 millions de dollars pour le faire contre un système qui a coûté 50 milliards de dollars à construire, 2 milliards de dollars à financer pour l'Amérique et 300 millions de dollars à épuiser en une seule nuit. L'arithmétique ne ment pas, elle ne ment jamais. Nous venons seulement de passer 15 ans à prétendre le contraire.